Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivia Bouclé, je suis stagiaire à la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Les entreprises viticoles en région Centre-Val de Loire, projet d'avenir, projet de devenir. Nous sommes ensemble pour 1 heure et je vous informe que ce webinaire est enregistré pour que vous puissiez le visionner à votre guise sur le site du capfilière.fr. Vous aurez également accès au support visuel ainsi qu'au livrable de l'étude sur le même site. Donc, je me permets de vous rappeler les règles d'usage. Merci d'éteindre vos caméras et de couper vos micros pour le moment. Donc, ce webinaire se déroule en 2 temps. Une première partie de 30 minutes, durant laquelle je vous présente les résultats de mon étude, et une seconde partie de 30 minutes, qui sera un temps d'échange pour répondre à vos questions. Questions ou remarques que vous avez la possibilité de formuler dans la boîte de dialogue tout au long de la présentation. Donc, ce webinaire conclut mon stage au sein de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire et du Cap Filière Viticulture dans le cadre d'un Master 2 en droit rural à l'Université de Poitiers. Donc, j'effectue mon stage auprès d'Edith Chardon, chargée de mission régionale installation-transmission, et de Guillaume Bénard, chargé de mission développement économique des filières. Je les remercie tous les deux chaleureusement pour leur accompagnement et ils auront l'occasion de prendre la parole dans la seconde partie. Au sommaire de ce webinaire, une introduction pour définir le cadre et rappeler le contexte de cette étude, suivie de la présentation de ma démarche liée donc aux enquêtes, avant de vous exposer leurs résultats. En guise de conclusion, un bilan des éléments qui nous permettra d'ouvrir sur un temps d'échange. En préambule, quelques mots sur le vignoble du Centre-Val de Loire, qui correspond à notre région administrative. Donc, il s'étend, comme vous pouvez le voir sur les cartes, du Sancerrois à l'est de Bourges jusqu'à l'ouest de Tours, du côté du Chinonais. Il représente environ 21 000 hectares pour 1 900 exploitations. Il est implanté sur 5 départements, le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loiret et le Loiret-Cher. Les superficies de vignes et les situations sont très différentes selon les départements. Donc, on n'a pas un vignoble homogène à l'échelle de la région. Sa diversité est aussi marquée notamment pour les cépages. Je peux vous citer les plus connus, le Sauvignon blanc, le Cabernet Franc et le Chenin blanc, avis aux amateurs. L'une des particularités du vignoble Centre-Val de Loire est la large valorisation des vins sous signe de qualité, car on dénombre 26 appellations d'origine contrôlée. Ce vignoble s'inscrit dans un ensemble plus vaste, celui du bassin Val-de-Loire, que vous pouvez voir sur la carte de gauche, en vert, numéroté 11, qui s'étend jusqu'au pays nantais. En début de présentation, j'ai mentionné le Cap Filière Viticulture. Donc, il s'agit d'un programme d'action établi pour 4 ans, cofinancé par le Conseil régional, les acteurs de la filière viticole et le Fonds européen du FEADER. Mon stage s'inscrit précisément dans l'action B3 qui vise notamment l'identification de nouveaux viviers de candidats à la reprise. Alors, pourquoi s'intéresser à ces nouveaux candidats ? Parce que l'évolution dans le bassin Centre-Val de Loire entre les années 2000 et 2010 se caractérise par une concentration de la production dans de grandes exploitations au détriment de petites exploitations qui disparaissent progressivement. Selon les derniers chiffres officiels, donc là, le recensement général agricole de 2010, près de la moitié des exploitants à 50 ans et plus. En parallèle, on remarque un déficit de jeunes viticulteurs. Seulement 23% des vignerons ont moins de 40 ans. Pour information, on est en attente des chiffres du recensement général agricole 2020, mais ils ne seront disponibles malheureusement sans doute qu'en début 2022, et ça pourra confirmer ou infirmer cette tendance. Donc, ces phénomènes conduisent à la baisse du nombre de dirigeants d'entreprises viticoles et traduisent la difficulté à renouveler la profession. Malgré ce constat et une atmosphère morose due aux aléas climatiques ou aux conséquences économiques des confinements, le vignoble Centre-Val de Loire est toujours porté par un dynamisme économique et la filière reste attractive. Au long du stage et pour mener cette étude, je me suis appuyée sur de nombreuses ressources, notamment le diagnostic du Cap Filière 2015, qui met en évidence la nécessité de renouveler les générations pour assurer la pérennité du vignoble régional, mais aussi l'étude cépage, qui a enquêté auprès d'exploitants pour reconstituer les stratégies régionales de transmission. Réalisée sur 3 ans par des chercheurs de l'Université de Tours, l'étude montre l'évolution du profil sociologique des candidats à la reprise et les différentes trajectoires d'installation chez les hors-cadres familiales. Aujourd'hui, la moitié des repreneurs n'est pas issue du milieu viticole.
On observe également sur le terrain la présence d'investisseurs extérieurs. Malgré tout, il reste un décalage entre l'offre et la demande et nous n'avons pas assez de candidats pour faire face à toutes les reprises. L'un des objectifs de la filière est une recherche accrue de candidats au sein et hors secteur viticole, voire hors agriculture. L'enjeu est de conserver un nombre important de dirigeants d'entreprises viticoles. Pour aider le renouvellement des dirigeants d'entreprises viticoles, quel nouveau vivier de candidats à la reprise pouvons-nous identifier? Quelles opportunités représentent-ils pour les cédants? Et surtout, quelles sont leurs attentes? Pour répondre à cette demande de la filière, l'un des temps forts du stage a été l'élaboration et la diffusion de 2 questionnaires. Bon, il est impossible de rendre ici, dans un format qui se veut court et concis, l'ensemble des actions du stage, ni même la totalité des résultats obtenus par les questionnaires. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous retrouverez des détails dans les livrables qui seront mis en ligne plus tard sur le site du Cap Filière. Il y a donc eu 2 enquêtes dont le très beau taux de réponse permet d'avoir un échantillon représentatif lors de l'analyse et de dégager des tendances. Une première enquête à destination des dirigeants d'entreprises viticoles. Donc là, elle était orientée vers une cible clairement définie, tous les dirigeants d'entreprises viticoles de la région Centre-Val de Loire. L'enquête a été relayée auprès des vignerons par les fédérations viticoles et les ODG, les organismes de défense et de gestion. Comptant une trentaine de questions, l'enquête a permis de recueillir de nombreuses données statistiques, tout en essayant de capter le ressenti des vignerons sur la façon dont ils envisagent le devenir de leur entreprise. Une seconde enquête visait une cible large et diffuse, puisqu'il était question de récolter des réponses de personnes évoluant dans la filière viticole, dans le monde agricole, mais aussi en dehors. On voulait capter leur intérêt éventuel pour un projet d'entreprise en viticulture et comprendre leurs attentes en matière de reprise. Alors, les couleurs choisies ne sont pas dues au hasard, elles respectent la charte graphique du Cap Filière Viticulture. Et ainsi, vous retrouverez en violet tous les éléments concernant les dirigeants d'entreprises viticoles et en rose les éléments concernant les candidats à la reprise, que je pourrais aussi appeler porteurs de projet ou repreneurs. Voilà. Ce seront des synonymes dans ce webinaire. Pour ce second questionnaire, il a fallu dans un premier temps identifier des cibles potentielles, des profils pressentis. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, donc, je les ai répartis en 4 groupes, ceux en formation dans la filière, les professions qui gravitent autour du vin, les entrepreneurs qui diversifient leurs activités ou les passionnés de vin, et il y en a beaucoup. Bon, cette liste n'est pas exhaustive. Pour entrer en contact avec ces répondants, il y a eu un important travail de communication. Passons maintenant aux résultats des enquêtes. Donc, l'étude ciblait, premièrement, la première étude ciblait les dirigeants d'entreprises viticoles de la région Centre-Val de Loire. Elle ne visait pas les cédants. C'était volontaire de façon à prendre en compte les stratégies de transmissibilité de l'ensemble des professionnels. Donc, je désignerai l'ensemble des vignerons qui ont répondu à l'enquête par les termes futurs cédants, car chaque dirigeant d'entreprise doit un jour se confronter à la question de la transmission. L'enquête en ligne a été diffusée du 15 juillet au 31 août. Elle s'appelait donc « Le devenir de mon entreprise ». Elle a récolté au total 231 réponses, mais les résultats d'aujourd'hui se basent sur les 129 réponses complètes. Pourquoi ce décalage? Simplement parce que toutes les questions n'étaient pas obligatoires. C'était un choix pour laisser le maximum de répondants possible. Et aujourd'hui, je me suis basée sur les 129 réponses complètes. Quelques éléments de statistiques avec la moyenne d'âge des répondants. Vous voyez que la catégorie la plus représentée est celle des 46-55 ans. Et on a aussi la catégorie des 56-60 ans. Donc, à eux deux, ils forment la moitié de notre panel. Concernant la superficie des exploitations, tout type de structures sont représentées, de quelques hectares à plus de 50 hectares. Donc là, encore une fois, beaucoup de diversité dans les réponses. On a eu des réponses dans les 5 départements producteurs, donc on a un bon reflet aussi du terrain. Et enfin, dans notre échantillon, dernière précision, 92 vignerons se sont installés, eux, dans le cadre familial et 37 s'étaient installés hors du cadre familial. Donc,
encore une fois, une diversité dans notre panel. On a interrogé les futurs cédants sur leur mode de faire valoir actuel, donc savoir si leur foncier ou leur bâtiment était en location, en propriété ou dans un système mixte entre les deux. 69% des vignerons exploitent du foncier qui est à la fois en location et en propriété. Et 58% des vignerons sont propriétaires des bâtiments de production. On les a interrogés sur le mode de cession envisagé ou souhaité. Pour le foncier, ils ont majoritairement répondu à 40% qu'ils envisageaient de la location, à 37% de la vente. Et vous voyez, il y a une part de nos répondants qui ne s'est pas positionnée, pour lequel c'est encore flou, où les deux options sont envisagées. Pour les bâtiments, la tendance est à l'inverse, majoritairement à la vente pour 45%, 33% à la location, et on retrouve le panel qui ne s'est pas positionné sur cette question. Bon, ce sont des questions essentielles, parce qu'au moment de la transmission de l'exploitation, c'est sûr que pour le cédant, pour le futur cédant et pour le candidat à la reprise, le fait d'acheter ou non les bâtiments ou le foncier fait augmenter le prix de cession et peut-être un frein à la reprise. Dernière précision, donc sur la maison d'habitation, parce qu'on sait qu'on observe d'expérience sur le terrain que ça peut être un frein lors de la transmission. 45% des vignerons ont leur maison d'habitation sur le site de production et parmi eux, plus de la moitié souhaitent continuer à l'habiter après la cession. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que ça soulève deux enjeux. Premièrement, ça peut être un frein pour le candidat à la reprise s'il souhaite vraiment ne pas être en contact avec le cédant. Et d'un autre côté, s'il doit acheter la maison d'habitation, s'il n'en a pas besoin, s'il n'a pas les moyens, évidemment, ça peut être aussi une adaptation à faire au moment de la reprise. On a demandé aux futurs cédants de nous indiquer quels étaient les atouts de leur entreprise. Ils placent au premier plan la clientèle, puis la rationalisation de leur outil de production, leur gamme de vins et la notoriété de leur terroir au troisième niveau. Donc, on remarque là qu'ils valorisent notamment le produit fini et son système de commercialisation. Certains aspects sont moins mis en avant, sont tout de même cités, mais par exemple, les ressources humaines à travers les salariés ou le cadre de vie arrivent un peu plus loin dans le classement. Concernant leurs priorités lors de la cession, les dirigeants d'entreprise privilégient la pérennité, mais aussi l'installation d'un jeune et enfin, au même niveau, le prix de cession et l'accompagnement du successeur. Donc, cette volonté de réussir à perpétuer l'entreprise est à la hauteur de l'engagement des vignerons tout au long de leur carrière, puisque 60% des futurs cédants qui ont répondu à l'enquête dirigent leur entreprise depuis plus de 15 ans. Dernière précision sur l'engagement environnemental, puisque 84% des entreprises de notre panel possèdent une certification environnementale et on le voit, la continuité des pratiques environnementales est aussi un des éléments de réponse qu'ils ont apporté dans les priorités de cession. On a demandé à nos futurs cédants de se projeter à 10 ans pour l'entreprise ou pour eux, notamment sur les motifs de cession. Alors, sans surprise, c'est le départ à la retraite qui a été cité en premier, puis les raisons de santé, les opportunités de reprise, les difficultés économiques et la lassitude du métier. Mon entreprise dans 10 ans, les dirigeants l'imaginent. Alors, pour 48%, elle se développe. Pour 28%, elle est stable. Pour 16%, elle est reprise. Et pour 11%, elle s'arrête. On peut faire un léger arrêt sur justement cette catégorie des 11%. Je vous précise que dans ce cas-là, les futurs cédants n'imaginent pas d'opportunité de reprise. Comme motif, ils invoquent la retraite, les difficultés économiques et la lassitude du métier. Donc, c'est important pour cette catégorie d'identifier les facteurs de risque, peut-être de décrochage, et d'anticiper en essayant de passer de cette idée d'arrêt vers, au contraire, la catégorie reprise d'entreprise. Enfin, 64 vignerons de notre panel pensent céder leur entreprise d'ici 10 ans.
Parmi eux, 29 n'ont pas préidentifié de candidat à la reprise. Donc, vous voyez sur le graphique de droite, donc 29 qui n'ont pas d'idée concernant leur repreneur, 18 ont une piste et 17 ont identifié un repreneur. Pour ceux qui ont identifié un repreneur, il s'agit d'un repreneur quasi exclusivement dans le cadre familial. Si on repart donc de nos 29 futurs cédants qui n'ont pas préidentifié de candidat à la reprise, ils envisagent différents profils de candidats. En premier lieu, les hors cadre familial, puis les investisseurs au même niveau qu'un confrère vigneron. Précision pour le hors cadre familial, ça peut être avec ou sans accompagnement. La moitié des répondants, là j'ai groupé ensemble les hors cadre familial, mais certains futurs cédants nous faisaient part de leur souhait d'accompagnement, alors que d'autres se positionnaient plutôt pour une reprise immédiate. Les membres de la famille, là, ne sont pas évidemment envisagés par ces candidats, par ces futurs cédants, puisque sinon, ça aurait été déjà fait en amont. Passons maintenant aux résultats pour les candidats à la reprise. Donc, l'enquête en ligne a été diffusée de fin juin à début août. Elle s'appelait « Produire son vin, de l'idée au projet ». On a obtenu 420 réponses, dont 288 réponses complètes, pour exactement les mêmes raisons tout à l'heure. Toutes les questions n'étaient pas obligatoires. Il y a eu des répondants dans toute la France et même hors de France. 41% résident dans la région Centre-Val de Loire. Voilà, on avait un noyau dans la région, mais on voit que une grande partie des répondants connaissaient les vignobles ou connaissent les vignobles du Centre-Val de Loire. Une première question qu'on leur a posée sur leurs critères d'intérêt pour le vin. Il y avait un large choix de critères, la convivialité, le contact avec la clientèle, mais finalement, ils ont fait ressortir le produit en lui-même, le vin, bien sûr, mais aussi des compétences techniques, donc le savoir-faire métier et le lien avec la terre et le terroir. Quelques précisions sur ce panel. La moitié des répondants a un lien avec le monde agricole. Alors, 30% avec la filière viticole et 22% avec le monde agricole. Donc là, on parlait de lien familial. Mais finalement, 48% du panel n'a aucun lien. Donc là, on ne peut pas tirer de conclusion. On voit que finalement, le vin passe au-delà de la tradition familiale. Concernant leur situation professionnelle, je ne vous ai pas marqué les chiffres sur le graphique, ça aurait été difficilement lisible, mais on voit facilement que la majeure partie des répondants, ce sont des salariés, des chefs d'entreprise et des étudiants, de manière un peu plus marginale. On a aussi des retraités, des personnes exerçant une profession libérale, des créateurs repreneurs d'entreprises ou des personnes en recherche d'emploi. Et enfin, au niveau des catégories d'âge, moins de 25 ans à plus de 55 ans. Toutes les catégories sont représentées, alors presque à part égale, donc un équilibre au sein du panel qui montre qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de profil type pour les candidats à la reprise d'une entreprise viticole. Il n'y a pas de barrière, tout le monde peut être intéressé. On a ensuite interrogé les candidats à la reprise sur leur vision du métier de vigneron, la façon dont ils l'envisageaient. Et finalement, dans les statistiques, c'est en premier lieu vu comme un choix possible de reconversion professionnelle, avant d'être une continuité ou une tradition familiale et d'être une carrière professionnelle de la sortie d'études jusqu'à la retraite. Donc, on adopte ici un peu les codes du monde du travail actuel, parce que c'est vrai que la reconversion professionnelle est beaucoup plus mise en avant, et donc elle est aussi évoquée, aussi pensée, même pour s'engager dans la filière viticole. Venait ensuite une question d'importance qui a fait le tri entre nos répondants. Imaginez-vous investir dans un vignoble ou diriger une entreprise viticole? 35 personnes ont répondu oui, certainement. 103 ont répondu oui, éventuellement ou plus tard. Et 118 ont répondu non, pas du tout. Les personnes qui ont répondu non, pas du tout à cette question ont été envoyées plus loin dans le questionnaire, alors que les 138 personnes intéressées pour participer à la reprise d'une entreprise viticole ont répondu ensuite à de nombreuses questions pour connaître justement leurs objectifs, leurs critères,
leur façon d'imaginer le métier. Pour ceux qui ont additionné, qui ont fait les additions, vous vous rendrez compte qu'il nous manque une trentaine de personnes par rapport aux réponses complètes que j'avais annoncées tout à l'heure. C'est tout à fait logique, c'est parce qu'on avait aussi inclus dans l'étude des néo-vitis, des vignerons depuis moins de 10 ans, mais dont les réponses seront traitées à part. Quelle est la façon de concrétiser le projet de reprise d'une entreprise viticole pour ces personnes intéressées? Principalement par l'actionnariat. Vous voyez dans le graphique de gauche, 30% disent devenir actionnaire. Juste devant, reprendre un domaine clé en main pour 23%, et pour créer un domaine pour 17%. Il y a d'autres possibilités aussi, avec la reprise d'un domaine en difficulté, le soutien lors d'une demande de financement participatif, mais aussi la création d'un atelier vigne, notamment peut-être pour certains agriculteurs qui vont diversifier leurs ateliers de production. En complément, on a posé la question, la viticulture, est-ce que vous l'envisagez comme votre activité professionnelle principale? Ça a été oui pour 30 personnes, oui de façon progressive pour 58 personnes et non pour les 50 restantes. Donc, c'est assez signifiant parce que ça marque que la reprise peut être envisagée comme une activité secondaire. On n'est pas forcément sur l'exercice d'une activité professionnelle principale. Comment les candidats à la reprise imaginent leur rôle dans l'entreprise? Ils ont majoritairement répondu en tant qu'associés, donc travailler en société, mais aussi travailler avec des salariés. Pour certains, ils se positionnent plutôt en tant que gestionnaire, avec la gestion de choix stratégiques à des moments clés de la vie de l'entreprise, alors que certains imaginent exercer seuls toutes les facettes du métier. Pour d'autres, c'est le soutien ponctuel à l'exploitant. Et enfin, certains répondants imaginent confier le domaine en gérance ou s'investir plutôt en cave coopérative. Donc, très nettement, le côté sociétaire a été cité un grand nombre de fois. Les objectifs des candidats, vous les voyez à la droite sur l'écran. Ils souhaitent avant tout vivre une aventure humaine, c'est ce qui a été cité le plus grand nombre de fois. Comme on avait laissé la possibilité de faire plusieurs réponses, ce n'était pas forcément un choix unique, mais un choix multiple. C'est pour ça que vous avez ce classement. Après, vivre une aventure humaine, c'est pérenniser un vignoble, un domaine, puis la réussite économique et enfin se rapprocher de la nature. On avait proposé d'autres objectifs que vous voyez en bas de l'écran, l'innovation, la gestion d'un patrimoine, la création d'une marque ou la possibilité de voir ce projet comme un placement. Donc, avec les chiffres à chaque fois, vous pouvez voir la hiérarchie qui a été donnée et ce qui a été privilégié dans les objectifs fixés par les candidats à la reprise. Pour choisir l'entreprise, les candidats ont classé leurs critères sous la forme d'un podium. Il y avait 9 critères possibles. Donc, sur la première marche du podium, c'est la qualité et le cadre de vie qui est arrivé très largement en tête, cité par le plus grand nombre. Il précède l'engagement environnemental de l'entreprise, puis l'accessibilité du prix de cession. Là, dans le prix de cession, on entend prix de cession de l'entreprise, donc comprenant le foncier et le bâti. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la rentabilité économique de l'entreprise, l'encépagement, donc il s'agit des variétés de raisins qui sont plantées, le potentiel œnotouristique, les projets œnotouristiques qui peuvent être mis en place. Et enfin, sur la troisième marche, la renommée de l'appellation, l'accompagnement du cédant, proposé par le cédant, ou la notoriété de l'entreprise. Alors là, il y a un vrai décalage entre la première et la dernière marche. La notoriété de l'entreprise n'ayant été citée que très rarement. Concernant les stratégies commerciales, les candidats à la reprise imaginent vendre une gamme de vins diversifiés, notamment à des cavistes, des clients particuliers, des cafés, hôtels, restaurants, mais aussi à l'international, à l'export. Dans notre panel, ils ont peu répondu, peu imaginé commercialiser leurs vins en grande distribution via une cave coopérative ou encore par la vente au négoce ou à des grossistes. Concernant leurs premières actions,
ils se sont projetés à la reprise de l'entreprise. Et c'est très nettement la poursuite ou l'engagement dans une certification environnementale qui arrive en tête dans ces premières actions, avant le développement de la clientèle. Et ensuite, on a un groupe entre marquer sa personnalité sans tout bouleverser, découvrir l'entreprise avec le cédant et se faire connaître, qui ont été cités. Il y a peu de candidats à la reprise qui imaginent concrétiser leur projet et tout de suite tout réorganiser en profondeur. Vous voyez le décalage entre les réponses. Suite à cette présentation de résultats, en guise de conclusion, on s'est aussi demandé comment les capter, ces candidats, en leur posant la question sur les atouts identifiés du vignoble Centre-Val de Loire. Vous le voyez sur le graphique, c'est prioritairement la diversité des appellations, des cépages et des couleurs de vin qui a été plébiscitée par nos répondants, mais aussi le fait que dans les vignobles du Centre-Val de Loire, on trouve une gamme de vins au prix varié. Et c'est enfin le potentiel œnotouristique qui forme le trio de tête sur les atouts des vignobles du Centre-Val de Loire. Au final, 62 personnes souhaitent être informées des opportunités de reprise en Centre-Val de Loire. Donc, c'est un beau vivier pour la région et c'est très encourageant, c'est très positif pour l'attractivité de la filière en région. Et enfin, l'idée est de réussir à faire le lien entre l'offre proposée par les futurs cédants et la demande et les souhaits de nos candidats à la reprise. Donc, sur la gauche, là, du diaporama, vous pouvez voir dans cette colonne de gauche donc, les mots-clés ou les éléments, en tout cas, qui marquent ou qui ressortent tout ce qu'ont pu nous dire les futurs cédants. Dans la colonne que je viens d'afficher, là, vous voyez tous les éléments qui vont concerner les candidats à la reprise. Et on se rend compte qu'il y a on peut établir 3 niveaux, en se disant qu'il y a des choses qui coïncident sans ambiguïté, que j'ai fait ressortir en bleu. Par exemple, la certification environnementale, qui est très importante pour les futurs cédants et qui est aussi un critère essentiel pour les candidats à la reprise. On peut citer la diversité de la gamme des vins, qui apparaît des deux côtés, et bien évidemment, l'idée de pérenniser une entreprise, pérenniser un vignoble, qui est vraiment ressorti très fortement dans nos 2 panels de répondants. Dans un deuxième temps, il y a ce qui semble s'accorder, mais qui ne peut pas tout à fait dire la même chose selon si on se place côté cédant ou côté cessionnaire, côté candidat à la reprise. Vous voyez en bas du graphique, la clientèle, on pourrait se dire que c'est la même chose et on aurait pu le mettre en bleu. Cependant, pour les futurs cédants, ça peut vouloir dire la clientèle, le fichier client de leur entreprise et c'est quelque chose qu'ils vont chercher à valoriser au moment de la cession, de la transmission, donc il y aura un prix dans la cession, alors que pour les candidats à la reprise, l'idée n'est sans doute pas de payer pour un fichier client, mais de constituer, de développer leur propre clientèle. Et enfin, il y a des éléments qu'on ne retrouve pas. La notoriété des terroirs, qui est citée du côté des cédants, alors que du côté des porteurs de projets, on va avoir des critères comme vivre une aventure humaine, avoir un cadre de vie donc, de qualité qui convienne à l'ensemble de la famille, vivre aussi proche de la nature. Et ça, ce sont des éléments qui ne sont pas ressortis ou qui ne sont pas envisagés du côté des futurs cédants. En conclusion, l'idée est de s'appuyer sur les valeurs communes, comme on peut les voir ici en bleu, et de travailler sur celles qui sont dissemblables à la recherche d'une adéquation entre les différents projets. On sait que certains cédants envisagent de s'adapter, mais ne savent pas quel choix faire pour améliorer leur transmissibilité. C'est ce qu'ils nous ont fait partager dans leur questionnaire. Donc finalement, il y a un besoin d'anticiper, d'être accompagné et de mobiliser des outils donc, qui sont déjà existants
pour mener à bien ces projets d'un côté de transmission ou de l'autre côté de reprise. Par exemple, dans les outils, je peux citer donc le RDI, le répertoire départ installation, qui est un outil qui existe et qui permet de mettre en ligne les offres d'entreprises à reprendre. Et le nombre d'inscrits au RDI n'est pas concordant avec la réalité du terrain. En conclusion, on note la diversité des situations, tant du côté des cédants que du côté des porteurs de projets. Donc, cela amène à adapter les stratégies pour favoriser la transmission et sans doute à avoir un projet, une feuille de route qui évoluera au fil du temps. On peut dire que cette pluralité de personnes et de dispositifs est aussi une richesse voilà, dans cette idée de la pérennité des entreprises viticoles de la région Centre-Val de Loire. Donc, je vous remercie de votre écoute attentive et je vous propose maintenant de passer au temps d'échange. Vous avez à l'écran indiqué vos contacts si vous avez besoin de plus amples renseignements et je vous laisse les contacts affichés pour que vous ayez le temps de les noter durant le temps d'échange.